10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver à 23h20, sonnante et trébuchante, pour parler de beaucoup de choses. Vous voyez que le programme est très chargé ce soir, on a des matchs à rattraper et on a bien sûr, d'abord, la victoire des Diables Rouges, 2-0 grâce à des buts en première période de Youri Tielemans et en seconde de l'ami Kevin De Bruyne, qui embrasse ici votre face. Avec cette victoire, on a un final de folie qui se profile dans ce groupe E. Les 4 équipes à 3 points. Et donc, c'est quoi? C'est mercredi? Ouais, mercredi à 18h. Ukraine-Belgique, dans le même temps, donc bien sûr, que Roumanie-Slovaquie. Mais ça va être un sacré match. Toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Ça va être totalement dingue. Et quand je vois la Belgique jouer, je vibre très fort parce que non seulement je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne, bien sûr, je vibre un peu pour vous, par procuration, mais aussi parce que les matchs de la Belgique, il y a tellement de folie et tellement peu de contrôle. Encore une rencontre qui finit à 34 tirs. De Bruyne, Doku, Lukaku, Luke Bacchio. Aussi, ça passe des dribbles dans tous les sens. C'est vraiment très kiffant à suivre. Comme neutre, les matchs de la Belgique, à la fois sur les occasions créées, encaissées, l'intensité. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais il y a beaucoup de kiff. Et donc, première victoire en grand tournoi pour les hommes de Domenico Tedesco, qui font un pas nécessaire vers la qualif. Suffisant, on verra donc mercredi. On va débriefer tout ça. C'était un 4-2-3-1 donc qui était choisi à nouveau avec De Bruyne, Doku, Luke Bacchio et Lukaku, les 4 offensifs. Youri Tielemans qui revenait dans le 11 à la place d'Aurel Mangala. Pas sûr vu la rencontre de Tielemans qu'on revoit Mangala de sitôt. Amadou Onana qui a alterné le très bon et le très mauvais avec une perte de balles qui aurait pu coûter très cher si Koen Castells dans les buts n'était pas la réincarnation de Thibaut Courtois. Quel euro il est en train de sortir. Même la défaite contre la Slovaquie, il avait fait une énorme parade, je me souviens, une des parades du tournoi, et là il a été décisif à plusieurs reprises. Et sinon donc Théâtre qui était de retour, ça c'était cool, il a fait un bon match aussi j'ai trouvé. Et par contre, pas de Maxime de Kuyper donc sur ce poste de latéral gauche, et pas rentré en cours de jeu non plus, mais Tim Castagne. D'ailleurs Théâtre, parfois peut-être ça a changé de position de temps en temps, mais non Castagne bien à droite. En tout cas, et Vertonghen aussi titulaire, pas de Witsel. Et voilà pour le 4-2-3-1 belge. Côté roumain, il y avait une surprise peut-être, c'était pas de titularisation pour Florinel Coman, mais ils ont de la qualité sur les ailes avec Denis Mann bien sûr, mais même Valentin Mihaila, qui est un des ailiers qui clairement pouvait figurer dans le 11, avait marqué des buts importants en qualif, dont je crois un doublé en fin de match contre une bonne nation. Mais c'était pas contre la Belgique? C'était pas deux équipes qui étaient dans le même groupe de qualif? Peut-être je dis une bêtise. Peut-être c'est contre la Suisse. Plutôt. Bref, en tout cas, il avait marqué des buts importants. Et Marius Marin, qui avait été très bon aussi, sur ce match remporté contre l'Ukraine, Razvan Marin, Stanciu le capitaine, Dragouche en pointe. Bon, le reste, ok, on connaît, on les a vus l'autre jour. Alors, ça commence très fort. Déjà, il n'y a pas le temps de respirer. Et ce but de Youri Tielemans pour ouvrir le score au bout de 2 minutes, on va forcément le faire remonter à la récupération de Tielemans. Mais avant ça, ce que je voulais mettre en lumière, c'est qu'il y en a deux déjà. Ici, Amadou Onana, on voit Théâtre qui monte très haut, la Belgique qui est très haute, mais Amadou Onana qui gagne un premier duel, bon, ça revient à De Bruyne emmène, ça revient dans des pieds roumains. Il y a une deuxième intervention là de Jérémy Doku. La Roumanie continue à conserver le contrôle, mais limite, et c'est là que Tielemans fait la troisième intervention. Il y va, ça passe taclé en plus et top. Donc au bout d'une minute, on a déjà vu 3 interventions chargées, défensives, agressives de la Belgique, qui cherchent à gagner ses ballons dans le camp adverse. Et face au mur rouge de Cologne, super stade, comme j'en ai parlé, j'ai adoré le moment que j'ai passé à Cologne il y a un an. Et là, il y avait une ambiance de malade. Les rouges d'un côté, les jaunes de l'autre, c'était vraiment kiffant. Sur cette action, Lukaku écarte sur Doku, qui sert pas De Bruyne, qui utilise pas son dédoublement extérieur, et Doku a montré énormément de personnalité avec ballon, pas que sur ses dribbles, mais aussi ses choix dans le dernier tiers, où généralement il a choisi l'option difficile, je trouve. Et là, par exemple, la passe qu'il met à l'intérieur pour Lukaku, elle est top. Lukaku qui a fait le ménage aussi dans son jeu de haut but dans cette surface, les Roumains ont eu beaucoup de mal face à lui. Remise en retrait pour Tielemans, qui on connaît, cette superbe frappe de l'extérieur de la surface, avait planté un doublé contre l'Angleterre à Wembley l'autre jour. Et j'ai envie de dire,
au moins une de l'extérieur de la surface, mais peut-être même les deux. Celle-ci trouve le fond des filets. C'est le premier but de la Belgique en grand tournoi, en tout cas le premier valide et validé, parce que contre la Slovaquie, ça avait été un peu un festival de frustration. 1-0, ça démarre fort, ils vont voir le public, même ensemble, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, je trouve, dans cette équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, bien meilleur que sur le tournoi précédent au moins, et peut-être même les deux derniers, mais non, franchement, il y a vraiment quelque chose de sympa, je trouve. J'espère qu'ils vont aller loin, pour vous, amis belges qui me regardez, mais aussi juste parce que cette équipe, tous ces matchs me font vibrer. Aussi contre la Slovaquie, franchement, on l'avait dit, je crois, dans le débrief, c'est que ouais, ok, ça perd, mais ça avait généré tellement d'occasions. C'était surtout, je pense, un problème de réalisme, de finition. S'ils refont une partie comme ça contre l'Ukraine, peut-être ça peut se finir 3-2. Ça peut prendre des proportions un peu faux-folles. Mais j'ai vraiment envie de voir cette Belgique sur les matchs à élimination directe contre un gros, même contre les plus gros. Je pense que cette Belgique peut gagner. Je dis pas elle est favorite, elle est même pas dans le top 3, top 4 des favorites pour le titre. Mais sur un match, il y a tellement de folie que ça peut facilement finir 3-2 dans un sens, 3-2 dans l'autre. C'est très spécial. Ils prennent ce but, 4 minutes plus tard, ils sont déjà en train de concéder une grosse occasion, et Koen Castells doit sortir une parade sous sa barre. Peut-être qu'elle sortait, mais je suis moins convaincu que les commentateurs. Le ralenti, je trouve, permettait pas forcément de voir. En tout cas, ouais, duel défensif perdu à 6 mètres, et ça donne un corner. La Roumanie, même si la Belgique était très très haute et agressive, a trouvé quelques séquences de jeu, surtout en seconde période. Mais on a vu aussi d'ailleurs, pour parler un peu plus de la Roumanie, que cette victoire contre l'Ukraine là en première journée, c'était pas non plus un truc qui sortait de nulle part. Ils ont été en dessous de la Belgique, qui mérite de perdre sur ce match, mais 14 tirs créés, c'est pas rien. Et j'ai vu sur quelques séquences une vraie belle sélection, qui là va aller jouer contre la Slovaquie troisième journée. Honnêtement, la Slovaquie c'est pas mal aussi, on va en parler. Ce groupe il est beaucoup plus intéressant que prévu, je trouve. Et Slovaquie-Roumanie, ça peut envoyer du ballon, parce que la Slovaquie avec son 4-3-3, Calzona, le coach Lobotka, dans les petits périmètres, et cette Roumanie très très intense, agressive, les flancs, je pense que ça va être sympa. En tout cas, ça, on en discute dans quelques jours. Mais ouais, la Belgique, avec Doku, qui continue de marteler sur son côté, Raciu a vécu l'enfer face à lui. Bah, encore une fois, la passe intérieure dangereuse et osée, je trouve, pour Lukaku, qui déménage son vis-à-vis. Je pense pas que ce soit Dragouchin, c'est peut-être Burka, là. Et ça frappe et dévié dernier moment. Ah non, pardon, c'était... ouais, peut-être... Ah, mais ils sont deux à avoir les cheveux bleus? Non, ok, c'était peut-être Dragouchin. Donc ça frappe et dévié in extremis. Un truc qui m'a marqué sur cette action, c'est... regardez, Castagne, qui demande là... Genre, pourquoi? À aucun moment il va être servi. Enfin, la passe, elle n'existe pas. Et quand la frappe de Lukaku est finalement déviée en corner, il dit « Mais non, pourquoi tu me l'as pas mise ?» Et je trouve c'est... Parfois, ça aide de se souvenir que même quand les joueurs demandent, ils sont pas toujours forcément dans le vrai. Enfin là, je veux dire, il y a absolument aucun monde où Lukaku, il n'y a pas d'angle de passe, il le voit même pas, c'est trop loin, il est excentré. Enfin, il y a aucun monde où là, Lukaku en pivot, il va se dire, allez, je vais aller trouver la passe là, dans un angle impossible pour Castagne. Bref, le genre de truc parfois qu'on voit sur les actions ralenties. J'avais envie de vous le montrer. Comme j'ai envie de vous montrer le match qu'a fait Kevin De Bruyne, pas forcément toujours parfait dans le dernier geste, mais par contre, tellement d'occasions générées, le petit pont passé, la percussion, il sert pas Jérémy Doku, mais il va aller chercher l'autre côté après avoir fixé Luke Bacchio, qui rentre sur son pied gauche, et sa frappe, elle est sortie, il faut une belle parade en face. Mais ouais, la Belgique continue de faire mal, continue de marteler sur les flancs, Doku... Encore une fois, l'appui sur Lukaku, il y a une vraie belle entente Doku-Lukaku, ça marche très fort, je trouve, le duo. Et ça aurait pu être encore plus fort si la déviation de Lukaku était bonne, mais c'est pas grave, il y a perte de balle, il y a tout de suite l'agressivité pour une récupération haute. C'est ça qui m'a plu chez cette Belgique, ça je trouve c'est limite la plus belle séquence, parce qu'elle dure 1 minute, et il y a une perte, il y a une récupération immédiatement après, et il y a encore un danger généré, avec encore une fois Doku qui percute, qui fait mal, qui s'appuie encore une fois sur Lukaku avec un très bon petit ballon intérieur. Je dirais la vivacité de Doku et la stabilité de Lukaku dans son jeu dos au but, c'est un combo assez dévastateur, qui peut faire mal, je pense, à beaucoup d'équipes repliées. Et peut-être que la Belgique a, avec cette paire, une des meilleures solutions face à un bloc bas. Maintenant, à voir si c'est quelque chose qu'elle rencontrera par la suite. Déjà, il faut qu'elle se qualifie. Mais même sur un potentiel gros que tu joues en quart de finale ou en huitième de finale, est-ce que ce sera ce genre de config? Mais ouais, pour faire péter un bloc bas, Doku Lukaku, c'est pas mal du tout.
Et là, il se retourne, bon, c'est contré, mais c'est pas grave, encore une fois, c'est cette même séquence d'1 minute. Sur le dégagement roumain, hop, il y a tout de suite l'agressivité de Amadou Onana qui sort, qui gagne ce ballon. C'est super bien fait. Et je crois que De Bruyne va aller gagner un coup franc au bout de 7 minutes. De très très beau, d'un jeu extrêmement convaincant. Face, la passe, l'appui, Luke Bacchio, Tielemans qui a été top, Lukaku la remise. Il y a des belles séquences de jeu et Tielemans va aller chercher autre côté pour De Bruyne qui écarte pour Doku. Sur la largeur, j'ai trouvé la Belgique très pertinente. Sur l'attaque des grands espaces, une équipe qui cherche à presser la Belgique, je pense, peut faire face à de grandes difficultés. Quand derrière, dans le dos, tu as un Doku lancé par Kevin De Bruyne, par exemple, ce circuit-là aussi. Voilà, quand, franchement, De Bruyne, Doku, Lukaku, ce trio, s'il trouve un petit peu plus de justesse dans le dernier geste, que ce soit Doku pour servir Lukaku, s'appuyer sur son jeu de haut but, et avant ça, De Bruyne qui l'a lancé dans la profondeur, il y a une vraie belle complémentarité, je trouve. Je peux même imaginer une fin de triangle avec Lukaku, avec son jeu de haut but, qui sert De Bruyne en retrait, qui déclenche extérieur de surface, un peu comme le but de Tielemans, juste pour montrer à quel point ce triangle est infini, et il y a une vraie belle complémentarité, je trouve, entre les trois joueurs offensifs stars de la Belgique. Luke Bacchio est suspendu pour le match contre l'Ukraine, à voir si c'est Trossard qui le remplace, qui n'a pas été très bon sur son entrée, ou un Yohan Bakayoko que j'aimerais plus voir, je pense, ou peut-être Ferreira Carrasco. Mais ouais, il y a des belles possibilités, je trouve, pour la Belgique. Et cette action, elle va pas au bout, mais ouais, c'est vraiment pas mal. Dommage que Luke Bacchio prenne ce jaune, donc soit suspendu, parce que de ce que j'ai vu de sa part, j'aime bien. On arrive à la mi-temps à 1-0. En seconde, la Belgique recule un petit peu plus, et l'Ukraine a montré aussi que c'était une belle équipe, mais Théâtre, là, à gauche, sort très agressif sur Ratio, superbe intervention, c'est top, Théâtre a été bon. Sur les phases de sortie, parfois quand la pression belge est battue, on a quand même 6 joueurs là qui sont concentrés dans le dernier tir roumain, et si cette ligne est cassée, comme là, avec Dragouchin qui a fait une superbe percée, ça peut être très dangereux, ça va aller chercher autre côté, peut-être Mihaila, et au bout, une frappe dangereuse. Donc parfois la Belgique, ouais, c'est défensivement, c'est aussi un peu fébrile parfois, que ça peut être en ballon offensivement. C'est ça qui rend ces matchs aussi kiffants. C'est pour ça que franchement, Slovaquie et Belgique, j'avais grave kiffé. Belgique-Roumanie, j'ai adoré. Passé un super moment devant ces rencontres, donc j'espère qu'il y en aura le plus possible. Au moins jusqu'à un quart de finale France-Belgique. Puis après ce sera suffisant. Ouais, très bon ballon là intérieur, magnifique. Et je crois que c'est Stanchou qui le met. Là, on voit un petit problème d'alignement de la ligne. Là, peut-être Théâtre est trop bas. Même sûrement, parce que Ratio est trouvé dans cet intervalle. Il y a un énorme espace entre Vertonghen et Théâtre ici. Ouais, ça c'est problématique. Mais Vertonghen, malgré sa lenteur, défend plutôt bien le coup. Faudra voir face à une attaque, une forte attaque, et plus qu'un latéral droit reconverti là sur cette situation. Mais c'était bien défendu pour le coup par Vertonghen. Ça par contre, la tête en retrait d'Amadou Onana qui permet à Dennisman de trouver la profondeur, d'être lancé, de s'offrir un face-à-face contre Castells à 1-0. Ça aurait pu faire basculer la Belgique, ça aurait pu faire basculer ce match dans le drame, hein, parce que si la Belgique sort de ce match avec un petit point, c'est quand même, t'arrives sur cette dernière journée, c'est très très tendu. Mais ils ont survécu, et ils ont fait plus que survivre, parce que Doku, j'ai trouvé qu'avec ballon, évidemment, c'était extrêmement percutant, dangereux, mais même sans, il a fait de l'effort défensif. C'est assez inspirant, je trouve. Et là, au bout de cette action, De Bruyne, là, la petite passe, voilà, c'est ce genre de choses où, si c'est un poil plus juste, entre Doku, Lukaku, De Bruyne, peut-être ce match, il finit 3-4-0, et il est surtout plié plus rapidement qu'il l'a été à l'heure de jeu, par exemple. Ah, il peut être plié à l'heure de jeu aussi, si... Est-ce que c'est cette action qui est annulée? Non, peut-être pas. Mais Tielemans, sous pression, pas mal du tout. Franchement, là, ça passe. Pour trouver De Bruyne, il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir en plus. Et elle est top. Derrière, la Belgique peut aller attaquer le grand espace, avec De Bruyne toujours, en courroie de transmission de ses attaques rapides. Doku en 1 contre 1, qui va rentrer à l'intérieur, passer un autre dribble, un de ses 3 ou 4 du match, ça fera pied gauche ensuite. Voilà, il y a un petit manque de justesse à la finition. Mais ouais, cette Belgique toujours autant capable de se projeter. Et cette passe de De Bruyne qui lance Lukaku, qui finit superbement, faut le dire, 2-0, splendide. Il était hors jeu, ouais, de ça quoi. C'est terrible en vrai. Alors ouais, il y a le hors jeu automatique, mais je pense que ça dépend aussi du moment où tu as fait pause pour la passe.
Et ça, je pense pas qu'on ait la fréquence d'image nécessaire pour... C'est le moment où tu dis que le ballon a quitté le pied, par exemple, si c'est du filmé avec du 60 images par seconde, la différence entre une image et l'autre, ou parfois les deux semblent, tu vois, entre deux images, je sais pas si... je sais pas comment expliquer, mais j'en ai déjà parlé 100 fois, je pense pas que notre technologie permette au départ de l'action de discerner suffisamment bien que le ballon soit parti pour dire que ça, ouais, forcément, c'est hors-jeu. Mais bon, bref, il faut bien trancher d'une manière ou d'une autre. Donc c'est annulé, un 3e but dans cet Euro refusé à Romelu Lukaku, incroyable. Derrière, la Belgique continue de se sortir avec beaucoup de qualité. Cette action, elle ira pas au bout. Mais ouais, quand je vois Doku, De Bruyne, Lukaku, De Bruyne, derrière Trossard, malheureusement, sur lequel l'action va mourir, je crois, c'est pas mal. Et au bout du bout, donc, 79e minute, 80e minute, ce dégagement de Castells, il est dévié de la tête par un Roumain. Il n'y a pas de hors-jeu forcément du coup. De Bruyne s'en saisit, 2-0. Le capitaine a frappé, a marqué le premier but de son tournoi, et ça fait beaucoup de bien aux Diables, qui vont désormais l'emporter, c'est sûr. On continue à faire mal, en transition, encore une fois. Donc, séquence après séquence, on a vu cette Belgique attaquer vite, fort, et si au bout de cette action, Trossard soit fini lui-même, soit ça passe et pas coupé par un très très bon retour, faut le dire, de Bourka, bah, la Belgique met même le 3e. Ça aurait fait encore plus de bien au goal average, mais de toute manière, comme c'est le goal average particulier qui compte, la Belgique, si elle finit à égalité de points avec la Roumanie, sera forcément devant. Et après, s'il y a égalité entre 3 équipes, là, peut-être que le goal average total peut être important. Mais en tout cas, ouais, il faut battre l'Ukraine pour finir première pour cette Belgique et être placé dans la bonne partie de tableau, parce que la partie du haut, là, où il y a déjà Espagne et Portugal, et sans doute Allemagne, elle fait un petit peu flipper. Voilà pour ce Belgique-Roumanie. J'espère que le débrief vous aura plu. On va enchaîner sur l'autre rencontre de ce groupe E. Hop, Slovaquie-Ukraine. C'était... Alors, j'ai sorti les séquences tout à l'heure. C'était hier bien sûr. Et comme promis, le débrief. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires de la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure sur Portugal-Turquie faire dommage, t'as pas eu le temps de faire Slovaquie-Ukraine et Pologne-Autriche. Mais non, mon ami, tu sais très bien que toutes les rencontres de l'Euro sont analysées sur la chaîne, et c'est aussi le cas de ce Slovaquie-Ukraine. La victoire des Ukrainiens pour rebondir après la défaite contre la Roumanie. On a vu les larmes dans les yeux de Yaremchuk. Elle est essentielle. Devant le public, bien sûr, elle a aussi une symbolique forte et très significative, mais au classement pur et dur, l'Ukraine a besoin de ce succès pour s'offrir une chance. Maintenant, il va falloir prendre quelque chose contre la Belgique, donc ça va pas être facile, ça va être un super match, tellement hâte de ce mercredi 18h. Mais donc, il y avait des choix forts de Rebrov, qui avait sorti du 11 Tsigankov, pas de paire donc Tsigankov-Dovbyk de Girona, c'était Yarmolenko, l'historique, avec le brassard, je crois le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ukrainienne, et un des joueurs les plus capés, qui retrouvait le 11. Et on n'avait pas non plus de Stepanenko qui sortait, c'était Brajko à la place. Chaparenko, lui, était là. Soudakov, bien sûr, était là. Et Zabarny, Zinchenko, Matvienko. Il n'y avait pas de Konoplia aussi, c'était Timchik qui était titularisé dans ce 11. Trubin, bien sûr, j'ai pas dit, à la place de Lunin, qui avait été catastrophique sur la première journée. Ça aussi, c'était un choix fort. Donc je crois 4 changements dans le 11 ukrainien. Ça va pas payer tout de suite. Honnêtement, la Slovaquie continue de montrer la qualité qu'elle a montrée contre la Belgique, avec par exemple Lukas Arachlin qui continue de faire mal dans son couloir. Faut un bel arrêt de Trubin au bout de cette action. Et franchement, David Ankola, son centre, ça atterrit au second poteau. Encore un immense arrêt de Trubin qui se met vite dans son match. Mais la Slovaquie est très forte. J'ai vu des combinaisons en triangle comme ça. C'est cette Slovaquie de Calzona qui était interviewé avant ce match. Et j'ai regardé la petite interview qu'il faisait pour la BBC. Je regardais sur la chaîne anglaise, et il expliquait, lui qui coach donc la Slovaquie, mais qui a aussi fait un intérim là sur la fin de saison à Naples, où il coachait les deux en même temps, il disait que à l'époque, c'est lui qui avait recommandé Maurizio Sarri à Naples, parce que, à l'époque, vous savez que Sarri, c'était un banquier avant de devenir magiquement un peu entraîneur de foot, et c'était le banquier, le conseiller financier de Calzona. Je me dis à un moment, il y a une époque où il y a deux gars qui étaient dans une même pièce, ou alors au bout d'un téléphone, pour une histoire de conseil financier, banquier, un gars en relation avec son banquier, et les deux gars sont devenus entraîneurs de Naples plus tard dans leur carrière. Bref, petite parenthèse, mais juste pour dire que le 4-3-3 très napolitain de la Slovaquie, avec Lobotka à la base, en point de basse,
avec Marek Hamšík sur le banc en tant que membre du staff, coach adjoint, et ben on le sent dans certaines séquences de jeu en triangle où comme ça, Dudka, Pekarik qui est trouvé avec le relais avec Schrantz, il y a du jeu en triangle là très très bon. Dudka, Pekarik, Schrantz, Pekarik, le latéral, c'est vraiment super bien fait. Et pourquoi je dis Dudka? C'est Ondrej Duda de l'autre côté, et là c'est Kuška bien sûr. Désolé. Bref, ça arrive quand on fait des vidéos de 40 minutes comme ça en one shot, de se mélanger un peu sur le nom. L'autre jour j'ai dû faire un petit montage a posteriori, parce que sur la Croatie, comment il s'appelle, Luka Sucic, j'avais dit Saša Lukic, qui est un autre joueur, qui est le joueur de la Serbie. Mais Luka Sucic, Saša Lukic, c'est un peu compliqué parfois pour le cerveau à minuit. Donc là, comme on a dit, c'est pas Ondrej Duda, c'est bien sûr Kuška, Schrantz, Pekarik, du beau travail en triangle, et encore un but à 7 € venu d'une touche. C'est une constante de 7 €. Il y a les buts extérieurs de surface, il y a les contre son camp, et il y a les touches, qui sont un point de vulnérabilité majeur d'équipes qui sont surpris par des touches rapides. Et là, au bout de cette action, c'est Schrantz donc, qui marque son deuxième but de la compétition, qui à l'époque rejoignait Musiala au sommet du classement des buteurs. Et personne n'a marqué 3 buts pour l'instant, sauf erreur, mais je pense pas. Donc il y est toujours. Il bat Troubine, 1-0 pour la Slovaquie. L'Ukraine est très mal, mais progressivement elle commence à réagir et à rentrer dans son tournoi. 120 minutes trop tard sans doute, et il aurait mieux fallu s'y mettre plus tôt. Mais Mudryk là est trouvé au bout de cette super passe, ça doit être de Matvienko. Magnifique, qui casse 3 lignes quasiment. On voit le 4-3-3, un peu 4-3-2-1 sapin de Noël de la Slovaquie hors de possession. Magnifique passe. Mudryk trouvé, lance Dovbyk. Cette action il ira pas au bout, mais l'Ukraine progressivement revient dans le match. Il y a un retour salvateur de Pekarik. Ce tacle, un des tacles du tournoi, absolument magnifique. Donc ouais, Yarmolenko aussi, quand il était trouvé, c'était mieux que Tsigankov. Et au bout de cette action, il lance Dovbyk encore une fois dans la profondeur, poteau, quand ça revient dans les pieds du latéral droit. Ouais, l'Ukraine revient progressivement dans le match. Mudryk encore une fois ici, qui prend le dessus sur Vavro, qui a vécu un peu un sale match. Si Mudryk est un petit peu plus tueur, il manque, je trouve, il faut prendre plus vite les décisions dans ce moment-là, et il se donne une touche de balle en trop. L'Ukraine peut revenir plus vite, remporter ce match plus vite, mais dans l'ensemble ça se passe bien. En seconde période, Dovbyk servi là au bout de ce centre de Mudryk, manque de qualité à la finition, mais ça se rapproche. Et est-ce que c'est au bout de cette séquence, quand Mudryk lance Dovbyk, que ça revient? Shaparenko, Zinchenko, centre en retrait, Shaparenko a suivi, et au point de pénalty, dans un but qui ressemble à celui de l'Albanais contre la Croatie, un autre dont on a discuté aussi tout à l'heure. Un partout, l'Ukraine est revenue. J'ai vu dans cette explosion et dans cette célébration une équipe qui avait vraiment besoin de se libérer, de se lâcher, de marquer le but qui lance son tournoi. Et c'est chose faite donc avec Shaparenko. Ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Et Shaparenko, on a vu de plus en plus trouver cette équipe slovaque qui reculait de plus en plus. Et là maintenant, les bons moments de jeu combiné appartiennent à l'Ukraine. Cette séquence, elle est magnifique. La passe, on a vu qui trouve Shaparenko entre les lignes. Le petit ballon par-dessus il est rentré en cours de jeu. Yaremchuk, son contrôle est superbe. La reprise, tout en douceur. Dubravka peut mieux faire, mais quel magnifique but. Super but. Yaremchuk, on le connaît, on l'avait vu au dernier Euro, capable de ces gestes de grande classe. C'est un neuf assez soyeux et qui traite très bien le ballon. Et là, ça a été le cas, même si je pense effectivement que Dubravka, bon, on voit un gars qui a quasiment pas joué de la saison, ou qui a joué, mais qui a été mauvais. C'est ça, le troisième gardien, mais qui finalement a pas mal joué avec les blessures des titulaires. Donc ouais, ça fait 2-1 pour l'Ukraine, et un match retourné, gagné à la 80e minute, qui fait mal à la Slovaquie, qui était à rien du tout de valider sa qualif pour les 8e, mais maintenant qui a tout à faire contre la Roumanie, donc dernière journée. Ça va être énorme donc cette conclusion de groupe E. Et enfin, il nous reste Pologne-Autriche. Ça c'était hier, juste avant le match de l'équipe de France. Donc on n'a pas parlé, on a fait un focus intégral sur les Bleus. Mais l'Autriche qui l'emporte 3-1. Faut dire aussi sur les pronos, on est pas mal. Aujourd'hui, on a fait le 3 sur 3. Donc les 3 résultats sont passés. Et hier, je dirais, c'était 2 sur 3 peut-être, parce que
ou peut-être non seulement 1 sur 3. Mais en tout cas, la victoire de l'Autriche, on l'avait vu, et je crois qu'on avait dit, on a quelques bons scores aussi. En tout cas, récemment, ça s'est mieux passé qu'au tout début. La Pologne, première équipe éliminée de l'Euro 2024. Et c'est encore le cas à l'heure où je m'enregistre. C'est la seule équipe officiellement éliminée de l'Euro. Parce qu'en perdant contre l'Autriche, en perdant 3-1, elle est à 0 points. Et vu la fin de groupe, avec les Pays-Bas et la France qui ont fait match nul, tout le monde va finir devant la Pologne, forcément. Elle finira 4ème, sera éliminée. Les partenaires de Konrad Laimer et de Marcel Sabitzer qui sortent la Pologne, Ralf Rangnick exulte. Il peut, parce que ces hommes ont produit un bon match, ont très vite pris l'avantage. Le centre de Philippe Mouenet, qui est coupé par Trauner, 1-0, pardon. Gernot Trauner, 1-0 à Berlin. Au bout de 9 minutes, la Pologne va relativement vite revenir. Déjà, Zielinski se distingue avec une frappe là, qui est sortie par Pence. Mais Zalewski, on l'a vu aussi sur son couloir, adresser plusieurs centres. Zalewski-Posch, c'était un duel dans le match qui était hyper intéressant, avec Posch qui a progressivement pris le dessus. Mais au départ, Zalewski, il lui fait mal. Et même quand il arrive second poteau, là, il a une grosse occasion. Zalewski, c'était, comme prévu, un des joueurs à suivre de cette Pologne. Et malgré le fait que la Pologne soit déjà éliminée, lui, je trouve qu'il s'est plutôt distingué. Plus que Tchemanski, malheureusement, qui était notre joueur à suivre numéro 1. Mais Zalewski, par contre, c'était plutôt pas mal. Et au bout de cette action, Trauner, ballon contré, ça revient dans les pieds de Christophe Piątek, qui égalise un partout, qui sort les flingues. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette célébration, parce que c'est pas le Piątek d'antan qui scorait à tout va pendant 6 mois à Milan. Non, avant Milan, au Genoa, et ensuite parti à l'AC Milan. Ouais. L'Autriche, Sabitzer, la transition, ils sont toujours aussi forts dans la verticalité. Ça, c'était le truc qu'on avait mis en lumière dans la preview de France-Autriche. Ils peuvent faire très très mal dans l'attaque du grand espace. Et ça a été le cas avec Baumgartner, avec Sabitzer, avec Arnautovic, que j'ai trouvé, je vais pas dire surprenamment bon, mais en tout cas bon. Et donc, il y a la verticalité et il y a la contre-pression qu'on voit ici. Un gros travail à la perte. Ça génère des ballons gagnés, comme ici. Et dans l'ensemble, cette Autriche est montée en puissance quand la Pologne, malgré l'entrée de Lewandowski, a un peu faibli dans ce match. À la fin, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'il y a une superbe occasion générée par la feinte d'Arnautovic, la passe décisive sans toucher le ballon, magnifique passe, trop bien conclue par Baumgartner, j'adore ces finitions où le gardien est battu à contre-pied. Ralf Rangnick va lui toucher un mot quand même sur le gegenpressing qui pourrait être ajusté de quelques millimètres, et pas trop le temps de célébrer, mais ouais, la petite feinte là d'Arnautovic, magnifique. Et Baumgartner donc permet à l'Autriche de prendre le large. Zalewski de mieux en mieux contrôlé par Stefan Posch. Là c'est sur la même action. Vous voyez 71-37. Et 10 secondes plus tard, encore une fois, le centre coupé. Donc ouais, l'Autriche qui en plus défend de mieux en mieux. Et qui se procure une dernière situation. Sabitzer qui va éliminer Szczesny. Szczesny qui voulait sans doute avoir un penalty à stopper. Lui, l'expert de la discipline. Mais non, Arnautovic le transforme à contre-pied. 3-1, l'Autriche l'emporte. Et dans ce groupe, ils sont désormais 3e. Avec un goal average positif, avec une dernière journée contre les Pays-Bas. J'espère qu'ils vont les accrocher. Un petit match nul pour nous, ça nous irait très bien. Et ben nous, on va essayer de faire le taf contre la Pologne pour qu'on finisse premier. Et il faut qu'on finisse premier. Il faut qu'on batte la Pologne par plus de buts que les Pays-Bas ne battent l'Autriche. Donc, si les Pays-Bas l'emportent 2-0 contre l'Autriche, et que nous on l'emporte par exemple 3-0, ça passe. Parce qu'on a le même différentiel de but, mais on a un but en moins marqué. 2-1 versus 1-0. Donc, si on arrive au même nombre de buts marqués, là ce sera le classement du fair play. Donc, ok, je reprends, dans l'ordre. Si on gagne tous les deux notre match, Pays-Bas et France, on est tous les deux à 7 points. Si, disons, on le gagne sur le même écart, on gagne tous les deux 1-0 par exemple, et bah eux, ils passent à 3 buts marqués, un seul encaissé, nous on passe à 2 buts marqués, on est toujours à 0 encaissé, notre différence de but passe à 2, donc on est à égalité déjà sur le nombre de points, ça c'est la première chose. Ensuite on est à égalité sur la confrontation directe, qui est le truc qui prime sur cet euro, comme on a fait 0-0 l'un contre l'autre. Ensuite, donc tu regardes le goal average, là on est à égalité, et ensuite donc tu regardes le nombre de buts marqués, et là c'est pour ça qu'il passerait devant. Mais par contre, si au lieu de gagner 1-0, nous, on gagne 2-1 par exemple, et bah là on passerait à 3
et un but encaissé. Donc on serait au même nombre de buts marqués. Et là, il faudrait aller regarder le classement du fair play, comme la Coupe du Monde 2018 avec Sénégal, Pologne, Colombie, Japon. Et j'avoue, je ne sais pas combien de cartons jaunes on a pris versus les Pays-Bas. Donc ça c'est à voir. Est-ce qu'on peut le voir ici? C'est peut-être trop compliqué à aller chercher comme info. Mais ouais, on en est réduit à ça. Donc on verra ça dans quelques jours. En attendant, qu'est-ce qu'on a demain? On a la conclusion du groupe A, bien sûr, avec Allemagne-Suisse et Écosse-Hongrie. J'ai les matchs ici, Suisse-Allemagne, Écosse-Hongrie. L'enjeu ici, c'est pour l'Allemagne de finir à la première place. Pour ça, il faut simplement qu'ils fassent match nul. Si la Suisse l'emporte, par contre, elle passe à 7 points et l'Allemagne reste à 6. Donc la Suisse prendrait la première place. Mais voilà, ça c'est l'enjeu de ce match. Et pour Écosse-Hongrie, alors la Hongrie peut théoriquement encore se qualifier. En gagnant, elle passerait à 3 points. Elle pourrait faire partie des meilleurs troisièmes, mais son goal average de moins 4 là. Après 3 points, peut-être que ce sera suffisant. Peut-être qu'il y aura 2 meilleurs troisièmes à 2 points, je sais pas. Mais bon, a priori, il faut qu'elle l'emporte et il faut qu'elle l'emporte de manière convaincante. Une grosse victoire sur l'Écosse pour effacer ce goal average dégueulasse de moins 4. Et l'Écosse peut se qualifier avec une victoire seulement. Parce qu'un match nul, 2 points et moins 4 de goal average, non, ça ce serait pas suffisant. Donc pour l'Écosse, il faut une victoire. Une victoire en grand tournoi pour l'Écosse, c'est très très rare. Je sais même pas si c'est arrivé au 21e siècle. Pour moi, c'est surtout des... Il n'y a pas eu beaucoup de grands tournois joués par l'Écosse. Hein. Donc pour moi, c'est surtout du 1 nul, 2 défaites en général dans leur groupe. Et une qualification au prochain tour, une qualification sur les tours à élimination directe pour l'Écosse, c'est tout simplement jamais arrivé de leur histoire, tout court. Pour la sélection la plus ancienne de l'histoire du football, à égalité avec l'Angleterre, qui a joué le premier match de l'histoire du foot international en 1872. Ils n'ont jamais fait un match à élimination directe de grand tournoi de leur histoire. Après, les premiers grands tournois, c'est arrivé plus tard que 1872, bien sûr. Première Coupe du Monde en 1930, premier Euro en 1960. Mais c'est ça l'enjeu de leur match. Donc j'ai regardé un petit peu des émissions, comme je regarde souvent des matchs sur la BBC. Ils passent aussi des petits segments Écosse. Et ils sont chauds. Ils sont très très chauds. Pas forcément les plus confiants. Les Écossais sont pas forcément les gens les plus confiants du monde. Mais ils ont envie. Ils sont pas loin du grand moment historique de l'histoire de leur sélection, en gros. Donc ouais, ça c'est l'enjeu de demain. Je pense pas qu'ils vont le faire. Pour moi, l'Écosse, ça reste assez faible. C'était meilleur contre la Suisse, mais c'est pas très très fort non plus. Donc, la Hongrie, c'était de mieux en mieux aussi. C'était mieux que le match contre la Suisse. C'était pas mal contre l'Allemagne. Pas mal, tout est relatif. Mais je dirais quand même que je vois la Hongrie l'emporter. Juste pas suffisamment pour se qualifier. C'est peut-être un groupe où il n'y a que 2 équipes qui passent ici. Je vais dire Hongrie l'emporte 2-1. Et Suisse-Allemagne, franchement, l'Allemagne va faire tourner, j'imagine. Ah non, parce qu'il faut qu'elle gagne pour être sûre d'être première. Donc elle peut pas totalement faire tourner. Mais c'est un match où, à mon avis, le 0-0 arrangerait bien les deux. Est-ce que la Suisse peut perdre sa 2e place? Non. Si elle a fait match nul contre l'Écosse, goal average, non, au goal average, elle pourrait pas perdre sa 2e place. Donc il y a moyen que la Suisse joue 100% pour la victoire et se satisfasse pas d'un match nul. Et c'est peut-être ça qui pourrait lui coûter le match nul. Donc, allez, on va dire sans surprise, victoire de l'Allemagne. On va dire 2-1 aussi. 2 fois 2-1 demain. Donc Allemagne et Hongrie cumulés. Ce sont mes pronos. J'espère que cette longue vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir devant les matchs de la journée. Et on se donne rendez-vous demain. Il n'y a plus de match de 15h. Et demain, il n'y a même pas de match de 18h. Donc, longue journée. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On va passer un bon dimanche. Et on va se retrouver à peu près autour de minuit. Prenez soin de vous les potes. Passez une excellente nuit, journée sur YouTube, en podcast. Merci pour votre soutien et votre force. Et on se dit à très vite. Bisous.